Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc le comptoir, un rendez-vous incontournable d'Octo, des experts et des experts Octo qui viennent partager avec vous, échanger avec vous, surtout dans ces moments un peu compliqués. J'espère que tout le monde va bien et que tout va bien pour vous. Donc voilà, sujet, comme je le disais, très copieux ce matin. Voilà, on a hâte d'échanger, de partager avec vous. Voilà, ce sera très interactif, donc n'hésitez surtout pas à discuter avec nous. Je vois qu'il y a déjà des commentaires. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, si c'est OK pour vous, je vous propose que vous gardiez vos caméras, vos micros coupés jusqu'à la phase où on va discuter ensemble et des échanges, etc. à minima. Si vous prenez la parole, vous, voilà, évidemment, activez votre micro et votre caméra. N'hésitez pas à poser vos questions donc, sur l'onglet « Converser ». On reviendra dessus et on essaiera de répondre à toutes vos questions. Voilà pour la petite introduction et les petites recommandations. Et sans plus attendre, on va démarrer. Alors, on va se présenter d'abord. Donc, moi, je suis Myriam. Ça va faire 13 années maintenant que je suis chez Octo. Et j'occupe le poste de Chief Technical Officer depuis maintenant 2 ans. Et vous pouvez me contacter via plein de réseaux, enfin tous les réseaux, LinkedIn, etc. Et via mon mail, mbe@octo.com. Et j'ai le plaisir d'avoir Arthur avec moi. Bonjour à tous, Arthur Andrieux, moi je suis responsable de la pratique cloud chez Octo. Et donc c'est à ce titre que je viens ici avec Myriam pour présenter nos dernières réflexions et visions sur le cloud et ses topologies. Yes. Alors, évidemment, le cloud n'est pas un sujet nouveau, hein, on va pas se le cacher. Voilà, on en parle depuis les années, je sais pas, 2010, 2011, 2012, etc. Donc, c'est fondamentalement pas nouveau. En revanche, c'est clairement un game changer. C'est quelque chose qui a permis tout un tas de technologies et d'avancées dans notre industrie, donc dans la fabrication de logiciels, de faire des grandes avancées. Typiquement, aujourd'hui, il paraît impensable d'avoir un accès démocratisé au machine learning, au big data, à l'intelligence artificielle et tout un tas d'autres avancées majeures sans avoir accès à cette puissance de calcul qui est beaucoup plus accessible, etc., qu'on avait avant. Donc, il y a clairement des grandes opportunités, donc des limitations qui ont été levées grâce au cloud, une lame de fond qui a changé le paysage de notre industrie. Plein d'organisations depuis plusieurs années maintenant ont vu ces opportunités-là. Alors, j'ai pris quelques témoignages, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Mais en fait, l'idée de ce comptoir aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de ces opportunités que beaucoup, bien sûr, ce n'est pas nouveau encore une fois, et beaucoup d'organisations ont vu et commencent déjà à en profiter, etc. L'idée, c'est que, et toutes les récentes études le montrent, c'est que si beaucoup d'organisations ont compris des opportunités, ont vu des choses là-dessus, le chemin pour y aller, les vraies questions qui sont, mais en fait, mes assets stratégiques, est-ce que je les migre ou pas et comment je le fais, le chemin pour y aller, les questions de sécurité, protection des données, etc., etc. Toutes ces questions-là il reste des questions en suspens, voire on en est au début de l'histoire dans beaucoup d'organisations. Voilà le sujet de ce comptoir ce matin qu'on vous propose. Ça sera copieux, accrochez-vous bien. Et puis, on essaiera de passer cette petite heure ensemble à discuter de ce sujet sympathique. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, donc j'ai parlé effectivement de contraintes levées ou de promesses amenées avec le cloud. Moi, j'aime beaucoup la théorie de contraintes de Goldratt. Et effectivement, Goldratt explique très clairement, en appliquant la théorie des contraintes à notre industrie, donc à l'IT, etc., il explique qu'une nouvelle technologie, quand elle s'installe, surtout de cette ampleur-là, en fait, elle va lever des contraintes. Elle va venir avec d'autres, elle va amener des opportunités, etc., mais elle lève des contraintes. Et en réalité, les promesses du cloud, elles sont là parce qu'il y a des levées, des contraintes qui sont, il y a des contraintes et des limites qui sont levées. Par exemple, quand on parle aujourd'hui avec le cloud, on a une plus grande résilience, scalabilité, performance, plus vite, plus loin, etc. dans nos applications e-commerce et autres. En réalité, ça c'est vrai parce que
il y a des limites qui sont liées, par exemple, à l'accès à la résilience, donc le multi-data center, qui est beaucoup plus accessible, moins coûteux qu'avant. C'est ça la vraie chose qu'il faut comprendre. Pareil sur la limite, la quasi non-limite d'accès au calcul, c'est que la vraie limite qui est levée, c'est je n'ai pas besoin de gérer l'accès à une ressource qui est rare, à des machines, allouer des machines, désallouer, faire des demandes d'accès, etc. etc. Toutes ces choses-là sont largement plus accélérées et largement plus simplifiées aujourd'hui. Pareil sur l'aspect industriel par conception, ça dépend évidemment des architectures qu'on choisit, mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus par design qu'avant. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de comprendre ces promesses de cloud et ces contraintes qui sont levées? Tout simplement parce qu'on va parler de voyage dans le cloud, de journée to the cloud, on en parle partout. Ce qui est important pour nous, et c'est un des premiers apprentissages qu'on a vu, des contextes où on est intervenu, etc., c'est qu'il est important que dans sa valise, dans son voyage vers le cloud, on n'emmène pas des choses qui viennent du monde d'avant. S'il y a des contraintes qui sont levées, il est important de les comprendre, d'en prendre conscience, et de se dire que, par exemple, dans un monde cloud aujourd'hui, ça n'a pas de sens de gérer l'accès à des ressources qui étaient rares avant. Voilà, donc il y a des choses qui sont nouvelles, qui vont être amenées, mais il y a aussi des choses qu'il va falloir enlever de ses process, de sa gouvernance et, voilà, et de sa façon de faire habituelle. On donnera quelques petits exemples après, mais avançons vers les nouvelles contraintes maintenant qui sont amenées par ce cloud. Donc, toujours dans la théorie de contraintes, la première chose qu'on a vue toujours dans notre contexte, etc., c'est que, au-delà de, voilà, je fais du IaaS ou je fais du serverless, ou etc., pour mes applications, en fait, la question qui est essentielle, c'est pourquoi est-ce que je vais dans le cloud? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Quels sont les gains que je cherche à obtenir? Quelle est ma valeur, finalement? Quelle est la fonction-valeur que je tiens à dégager de ça? Alors pourquoi on est au-delà de la beauté du geste de Start with Why de Simon Sinek, même si c'est complètement légitime et complètement pertinent, mais on est au-delà de ça parce que cette question, elle est essentielle et elle va nous suivre partout dans nos choix. Ça va être le driver qui va nous permettre de choisir une architecture plutôt une autre, une topologie plutôt une autre. Et en fait, pourquoi c'est important aussi, c'est parce qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Ce qui est certain, quoi que vous fassiez, ça c'est une certitude, c'est une conviction qu'on commence à se forger maintenant, c'est qu'on ne pourra pas gagner sur tous les tableaux. Je vous donne un exemple. Je pense que quelque chose d'assez simple à comprendre, je pense pour les gens qui ont un peu manipulé, fait de l'architecture applicative, etc. Parler de disponibilité, performance et de coût, généralement, on oppose les deux. C'est-à-dire, plus une application a besoin d'être performante, disponibilité, etc., plus ce sera complexe à mettre en place et donc, ça a plus de chances d'être coûteux. Alors ça, on va pouvoir progressivement le lever avec le cloud parce qu'on peut avoir des architectures qui sont, par exemple, du serverless, ce sera disponible, performant, etc., probablement moins coûteux qu'avant. Mais en revanche, on ne pourra pas gagner sur un autre plan qui sera probablement le vendor locking. Si plus on va vers des architectures qui sont effectivement serverless, function as a service, etc., plus notre adhérence à une plateforme sera plus grande et donc on aura perdu sur un autre plan qui sera le vendor locking. C'est peut-être pas grave pour nous, mais c'est important d'être conscient sur les choix que l'on fait, comprendre que faire le choix d'un des axes aura certainement des impacts sur les autres. C'est un jeu à somme nulle. Il faut savoir quelles sont les priorités que l'on fait et quels sont les compromis que l'on accepte de prendre. Une deuxième contrainte, une deuxième chose qui est nouvelle, que l'on doit faire dans notre journée de cloud quand on pense le cloud, etc., c'est définir une stratégie. Alors ça, pareil, ça fait un peu tarte à la crème, savoir comment on y va avec ça. Mais en fait, pas tant que ça, parce que quand on y réfléchit bien, le domaine du possible est extrêmement large. Il y a une diversité de l'offre aujourd'hui, donc ça ne vous a pas échappé. Il y a des tableaux périodiques entiers de services qui sont proposés par chacun des providers de cloud qui sont mis à jour tous les mois, voire même beaucoup plus régulièrement. Donc il y a une offre qui explose et qui est exponentielle. Il y a beaucoup de contraintes, donc en fonction de vos enjeux et de votre métier. Alors, si vous manipulez des données de santé ou autres, ou des données e-commerce,
voilà, vous n'allez pas avoir le même contexte et le même écosystème. Il y a aussi une dimension importante qui est l'impact que ça va avoir sur votre organisation. Il y a une dimension englobante des métiers qui sont impactés et impliqués dans le voyage, dans le cloud. On le voit bien. En fait, avec le cloud, vos structures de coûts vont changer. La façon dont vous considérez les coûts, on reviendra plus tard là-dessus, va changer. La façon dont vous recrutez, donc les compétences dont vous avez besoin, former les gens, le business, bien sûr, il y a de nouvelles opportunités et des limites qui tombent. Donc, il va falloir mettre autour de la table tout un tas de personnes, de métiers qui sont différents. Il y a aussi, évidemment, les providers de cloud, donc l'écosystème, et nous, IT, donc stakeholders, etc., etc. Donc, ça a des impacts sur toute l'organisation, de bout en bout, et c'est quelque chose, donc c'est une démarche d'entreprise qu'il faut garder en tête, d'où le besoin d'avoir une stratégie. Enfin, donc, quand on parle de stratégie, nous, dans un premier temps, on parle de 2 choses principales, la topologie, ou les topologies, c'est le sujet sur lequel on va faire un zoom juste après, dans un écosystème, etc. Donc, quelle topologie dans cette stratégie-là? Et puis, le chemin, parce que par exemple, même si j'ai choisi une topologie, on va revenir plus tard, peut-être du cloud hybride, de multi-cloud, etc., peu importe. Mais la façon dont je vais m'y prendre pour y arriver, le chemin que je vais prendre, chaque étape compte. Et ce chemin-là doit être priorisé à travers une valeur. Donc là, on revient sur la slide d'avant qui était le why, qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Et c'est une vraie démarche d'architecture qu'on vous propose de regarder un peu plus tard ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, nous, en tout cas chez Octo, parce qu'on est des architectes dans l'âme. Donc, c'est l'écosystème et l'architecture sont au cœur de votre stratégie d'entreprise. Ça réunit toute votre entreprise autour de cette architecture et autour de ce chemin pour y aller. Voilà, rentrons un peu plus dans le détail maintenant avec l'écosystème et la topologie. Alors, dans ce qu'on a observé et dans ce qui est communément accepté comme terminologie aujourd'hui, on a environ 4 grandes familles de topologies pour les différentes organisations qu'on a rencontrées. Je vais passer rapidement sur les cloud natifs, ceux qui sont nés dans le cloud, ceux qui ont toujours construit leur IT et leur système dans le cloud. Ceux-là, ils ont pas les mêmes problèmes que ceux qui avaient de l'existant. Ils n'ont pas une question de journey to the cloud puisque par défaut, ils y sont et ils y sont bien et ils ont les bons patterns qui sont déjà mis en place. Un autre pattern qu'on voit principalement dans les organisations larges, dans les organisations qui ont un existant qui est fort et qui est précieux, c'est ce qu'on appelle l'enterprise cloud, qui a plusieurs façons, qui a plusieurs saveurs, on va dire, plusieurs patterns qu'on distingue, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. On a un pattern, on va dire cloud privé. Je prends mon data center, je lui mets un OpenStack, par exemple, dessus, souvent orchestré par un intégrateur qui va nous aider à mettre en place toutes ces pratiques-là. Ou bien je vais aller faire une extension de mon data center, entre guillemets, vers un cloud public, mais qui ne sera pas forcément, il n'y aura pas des accès Internet ou pas des accès forts, disons des accès privés vers ce cloud-là. Alors ça, ce n'est pas un pattern que nous, on a tendance à recommander, on le verra un peu plus tard. On a aussi effectivement le cloud hybride. Alors le cloud hybride, ce qui est intéressant, c'est que c'est une donnée d'entrée. C'est pas une construction, dans le sens où si vous avez un data center chez vous, si vous avez des assets dans des data centers qui sont on-premise et que vous utilisez du cloud public, c'est déjà le cas. Vous êtes en cloud hybride. La grosse différence, la grosse difficulté plutôt, là où c'est plus difficile, c'est comment mettre en place un système de management, comment mettre en place une gouvernance qui soit à la fois sur la partie on-premise et à la fois sur la partie cloud public, sans dénaturer justement ce cloud public. Et puis, je dirais que les plus avancés ou les plus fous, ça dépend de comment on voit les choses, ont quelquefois plusieurs cloud providers dans leurs possibilités.
utilisent notamment plusieurs clouds publics. On va voir pourquoi et on va voir comment surtout on peut s'organiser pour gérer cette complexité-là qui forcément augmente. Dans les anti-patterns qu'on a observés, et notamment vis-à-vis du cloud hybride, où on fait qu'une extension de notre data center, entre guillemets, ou l'enterprise cloud, où on va mettre un tas de process et un tas de règles de gouvernance qui sont des règles héritées d'anciennes pratiques, on voit notamment le fait que les propriétés même du cloud sont mises à mal. Typiquement, le fait d'être en self-service ou on-demand, c'est mis à mal par un process d'onboarding qui soit fort et strict, parce qu'on est plus sur quelque chose qu'on va aller chercher de manière indépendante, chaque développeur, chaque architecte, pour aller déployer un service. Le plus typique, c'est la partie utilisation de réseaux normaux, entre guillemets, larges, typiquement Internet. Le cloud, ce qu'on voit, une de ses propriétés, c'est qu'on y accède. On accède au service ou on accède au management de ce cloud à travers l'Internet. Et si on est bridé à passer à travers un VPN, forcément, si on est bridé à travers une console d'administration qui soit une console d'entreprise, si on est bridé avec avec ça, plus l'ensemble des règles de firewalling, l'ensemble des règles de sécurité avec une équipe dédiée sécurité, etc., ça fait qu'on est vraiment dans un mode où on va brider les capacités du cloud et on va dénaturer à tel point qu'on va être quasiment plus cloud. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a envie d'insister parce que c'est un anti-pattern qu'on voit malheureusement extrêmement régulièrement. Ce que ça veut dire, je reprends ce que disait Marianne tout à l'heure, c'est on prend nos règles de gouvernance d'hier, on essaye de les appliquer à aujourd'hui alors que les contraintes d'origine qui ont amené à cette gouvernance ont changé. Donc, c'est vraiment une démarche à faire qui est une démarche plus large que la partie technologique. Ça, on va beaucoup vous le répéter durant la présentation. Vis-à-vis du multi-cloud, on a 5 patterns qu'on observe. Je vais en prendre 2 ou 3 pour les expliciter, et puis après, je vous laisserai poser les questions si vous en avez. Un pattern qu'on aime bien parce qu'il est assez représentatif, c'est le pattern de segmentation. Ça veut dire qu'on va prendre un type d'application, un type de workload, et on va le mettre sur un cloud provider donné, et un autre type opposé, puis on va le mettre sur l'autre type. Donc typiquement, mon cloud de gauche, c'est faire de l'analytics. Mon cloud de droite a un compute qui est pas cher. Je vais faire l'analytics d'un côté, le compute de l'autre. Notez que cette ségrégation-là, on va revenir un peu dessus, elle a un intérêt, mais elle a du sens parce que les services sont adaptés, qui sont parfaitement adaptés à ce type de workload, par exemple d'analytics. Mais c'est plus une recherche d'optimum local. C'est-à-dire qu'on va optimiser l'analytics d'un côté, on va optimiser le compute de l'autre, mais si jamais on commence à avoir énormément de transferts de fichiers, de données entre les deux différents clouds, en fait, on va avoir un effet démultiplicateur des coûts et de la complexité qui fait que l'optimum local qu'on a cherché sur le compute ou sur l'analytics, il va être annihilé par cette complexité globale. Un autre exemple qu'on aime bien, c'est la version portable, où là, on est vraiment dans une recherche où on va dire que n'importe quel workload doit être capable de tourner sur le cloud de gauche ou sur le cloud de droite en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Et typiquement, ça, c'est de la recherche de disaster recovery, c'est de la recherche de ne pas être loqué, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Ça, ce sont des patterns qui amènent naturellement énormément de complexité. C'est peut-être votre besoin, c'est le cas, mais il faut être conscient que les patterns d'avoir des workloads, des applications qui tournent soit en concurrent sur 2 cloud providers différents, soit qu'elles soient complètement portables, ça amène de la complexité. Quand on dit portable ici, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les applications qu'on va déployer, mais c'est également les données. Donc, comment est-ce qu'on fait pour migrer, par exemple, de données qui sont propriétaires qui sont stockées sur un cloud provider? Comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer, pour le faire tourner sur un autre? C'est une complexité à gérer qui est énorme.
Parmi les critères de split, de ségrégation qu'on peut voir, que ce soit dans l'hybride ou dans le multi-cloud d'ailleurs, parce que ce sont des patterns qui sont alors pas forcément identiques, mais qui ont en tout cas sur lesquels il faut se poser la question de comment je vais découper l'éléphant pour pouvoir le manger. On a plein de patterns qui existent dans l'hybride, typiquement mettre ses données sensibles on-premise et ses données moins sensibles dans le cloud. On a parlé du type de split avec un service qui est spécialisé d'un côté et un service peut-être plus général de l'autre, ou bien un service dédié sur un cloud provider et puis je dirais le compute qu'on va garder on-premise par exemple. On voit d'autres patterns, le cycle de vie qui est intéressant. Et puis, ce qu'on voit aussi souvent, c'est une histoire de génération, c'est-à-dire on dit cloud first. Cloud first, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mes nouvelles applications, elles sont dans le cloud par défaut. Et puis mes anciennes, pour l'instant, je les laisse on-premise, par exemple. Et ça va me permettre de migrer progressivement mes applications. Alors, faites attention à ce pattern-là. Ce n'est pas parce que vous allez mettre vos nouvelles applications on-premise que vous n'allez pas avoir des applications qui vont rester indéfiniment. Enfin, pardon. Ce n'est pas parce que vous mettez vos nouvelles applications dans le cloud que vous n'allez pas avoir des applications qui vont rester on-premise pendant encore 20 ans, parce qu'elles sont difficilement migrables, parce que les rendre cloud natifs, ça coûterait beaucoup trop cher, etc. Donc, ce n'est pas une stratégie en tant que telle, c'est un morceau de stratégie et c'est un bout du chemin. À propos de chemin, Myriam, est-ce que tu veux bien nous parler de celui-ci? Oui, oui, bien sûr, complètement, avec grand plaisir. Alors, justement, le chemin, comme je disais tout à l'heure, c'est une partie importante des décisions que l'on va avoir à faire dans notre journée to the cloud. Et en fait, ce n'est pas vraiment une journée parce que c'est quelque chose qui va durer longtemps et ça va pas s'arrêter comme ça, comme un petit voyage. Donc, si je prends une des questions en fait, qu'on voit le plus souvent quand on travaille sur ce sujet, c'est j'ai mon applicatif. Donc, je suis dans un cadre, je ne sais pas, hybride, où j'avais en tout cas des applications qui tournent en production, etc. Et j'envisage de migrer tout ou partie de mes assets, de mon actif technologique vers le cloud. Comment je fais sur mes applications? Bien sûr, il y a deux options qui sont évidentes, qui se dégagent. C'est repenser l'architecture complète. Donc, je prends mon existant, je repeins tout. Enfin, voilà, je fais annuler, remplace et je vais dans le cloud et j'ai un truc vraiment prévu pour le cloud pour tirer le plus de valeur possible en respectant évidemment la valeur que je veux tirer, etc. etc. Ça ne sera pas le plus rapide ni le moins coûteux, évidemment, mais vous aurez quelque chose qui, in fine, atteindra la valeur probablement le plus de valeur possible, le plus rapidement possible. Migration vers le cloud. Donc ça, c'est je prends mon application, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, je prends l'application qui tourne en prémisse, je fais vraiment copier-coller de gauche vers la droite, je la mets sur le cloud et pour l'instant, elle tourne. Donc, a priori, quand c'est possible, c'est pas très, voilà, ça va pas être très long, mais c'est pas comme ça que forcément vous tirez le plus de profit possible des architectures cloud, etc., etc. Entre ces deux mondes-là, il y a plein d'options possibles, plein de chemins possibles, plein d'autres alternatives. Et c'est le but de cette slide-là, enfin de ce message-là, c'est en fait c'est une vraie démarche d'architecture. C'est-à-dire ce chemin-là, donc si je prends un exemple d'une application avec un front-end et un back-end, donc une application web qui est tournée en prémisse, en fait, je peux aussi faire mon front-end, je le migre en premier sur le cloud. Mon back-end, dans un premier temps, il reste là où il était, là où il tournait en prémisse. Je fais une façade que je fais héberger sur le cloud, par exemple, dans un premier temps. Ça me permet de gagner un certain nombre de choses. Et puis ensuite, je démarre ma migration progressive de mon back-end de façon propre vers le cloud. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais entre guillemets, j'ai caché la misère avec une façade qui est déployée sur le cloud. Donc, c'est juste, voilà, après, il peut y avoir plein d'étapes. Donc, la migration du compute, l'ajout d'un cache niveau cloud, migration de la base de données à la fin, etc., etc. Bien sûr, plus vite vous irez sur ces étapes-là, moins ça vous coûtera et moins ce sera, et plus vous atteindrez de la valeur rapidement, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que les chemins sont nombreux et ce qui va pouvoir vous guider, c'est la valeur que vous cherchez à obtenir. Donc, toujours le why, le premier slide qu'on a expliqué tout à l'heure.
Et il faut définir ses priorités. Pareil, encore une fois, on ne pourra pas gagner sur tous les tableaux tout le temps, donc il faut choisir les compromis. Quitte à avoir des compromis à faire, autant les choisir. Et une question assez marrante, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé, je crois, qui me demandait les outils de mesure. Et bien voilà, on y arrive. Donc c'est vrai que c'est une question hyper importante. Donc en fait, on a besoin de piloter cette valeur, comme vous l'avez vu, elle est au cœur de votre stratégie, de notre stratégie à tous quand on travaille sur ce sujet. On ne pilotera pas quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. Je pense que ça, c'est une évidence pour tout le monde. Il y aura des choses plus ou moins faciles à mesurer. Je pense que les coûts, maintenant, on commence à voir, même si ça reste compliqué, mais on a avancé quand même sur la question. La disponibilité à performance, etc. Pareil, je pense qu'il y a des choses qu'on va savoir mesurer. Le time to market, on a des indicateurs. Des choses qui sont beaucoup plus compliquées à mesurer. Le niveau de lock-in, par exemple. L'empreinte énergétique, j'en parle même pas. Voilà, donc il y a des sujets plus ou moins faciles à mesurer. Ce qui est important, c'est travailler sur les modèles de mesure. Et pour les sujets qui sont complexes à mesurer, comme je viens de le dire, c'est à la limite, de toute façon, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Se définir quand même un premier modèle, avancer dessus, l'améliorer et surtout mesurer la tendance. Donc, même si la valeur en soi, elle ne va pas vouloir dire grand-chose, ça ne sera pas exactement votre empreinte carbone, etc., etc. Mais la tendance sera importante. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est la mesure dans le temps et la tendance qu'on va avoir. Voilà. Dans la tendance, c'est améliorer les indicateurs qui sont importants pour nous. Parmi les indicateurs, on parlait d'indicateurs. Une des questions qu'on a souvent, c'est quid des coûts, comment ça se passe les coûts dans le cloud. Alors, première chose qu'on a envie de dire, c'est que mesurer ou pire, prédire les coûts dans le cloud, c'est un exercice de funambule. C'est extrêmement compliqué parce que c'est beaucoup moins anticipable. Il y a des effets d'élasticité, des effets de seuil, il y a des effets d'accumulation de petits coûts. Vous voyez qu'on va regarder les coûts, les 0,000001 $ par requête. Ok, c'est intéressant, mais comment est-ce que vous dites que c'est pas cher? Comment est-ce que vous gérez ça? Et surtout, oui, il y a des calculateurs qui vous permettent de simuler un petit peu le coût que va avoir votre workload, mais quand il vous dit voilà, combien vous avez de requêtes dans le mois et que vous partez d'une prémisse et que vous ne mesurez pas forcément tout, eh bien, c'est un vrai sujet compliqué. C'est-à-dire que même avec les calculateurs, vous avez du mal, on a tous du mal, pardon, à estimer un coût. Donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet que vous aurez avec je dirais, le contrôle de gestion de votre entreprise, qui va vous demander de pouvoir piloter ça dans la durée, va vous demander un budget. Comment faire pour lui donner un budget qui soit correct? C'est complexe et ça demande de se pencher vraiment dessus, et vous allez faire des erreurs. C'est absolument sûr, il faut le savoir à l'avance. Un effet qui est intéressant aussi dans le cloud, c'est que autant pour estimer, c'est compliqué, autant pour mesurer, c'est très simple. Vous mesurez les coûts sont transparents puisque vous êtes facturé sur ces coûts-là. Vous savez exactement qu'est-ce qui vous coûte, quel service vous coûte tant, et avec le bon système de tagging, le bon système de répartition, vous êtes capable de même savoir par projet combien vous coûte tel projet, tel workload. Alors, oui et non, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à estimer, même à répartir par projet. Typiquement, la bande passante qui vous est facturée, elle vous est facturée globalement en sortant d'une région. L'assigner à un projet, ce n'est pas la plus évidente des choses. Et cette transparence-là, elle a un effet pervers qui est l'effet de rendre visible des coûts qui n'étaient pas jusqu'à présent. Dans le cloud, comme dès qu'on va s'approcher de la philosophie DevOps, on va avoir une tendance qui va être le run va empiéter sur le change, entre guillemets. C'est-à-dire, vous allez utiliser le cloud pour faire tourner des choses que vous faisiez tourner avant ailleurs et qui n'étaient pas considérées comme du run. Vos postes de développeurs et votre CI, votre développement continu, si vous voulez vraiment déployer sur le cloud et réduire votre time to market très souvent, et ben vous allez avoir ces coûts de run-là qui ne sont pas du run, qui sont du change, mais qui sont vus comme du run sur la facture. Donc, en fait, essayer de comparer on-premise et cloud en termes de coûts, ça ne matche pas.
ça ne matche pas parce que en fait, vos coûts que vous aviez sur aucune ligne budgétaire on-premise, ils se retrouvent tout à coup dans un coup de run aujourd'hui. Donc, voilà. Les rendre visibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus chers, ça veut dire qu'ils sont là et qu'ils sont pilotables. Une chose quand même, et puis après, sur des histoires de coûts, on pourra revenir à tout à l'heure si vous voulez dessus. Il n'y a plus de CAPEX ou très peu de CAPEX dans le cloud. Et ce que nous, on vous conseille, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est d'investir dans la valeur métier. Dans la valeur métier, qu'est-ce que c'est? C'est fabriquer vos propres applications. Vous n'investissez plus dans les matériels, vous n'investissez plus dans les licences, ou plus tellement. Investissez dans le fait de vous faire vos applications qui représentent votre métier et qui soient garantes de cette valeur. Des applications qui sont bien faites avec des bons principes cloud native, elles sont relativement facilement migrables et vous allez en fait accumuler de la valeur qui sera des choses que vous allez pouvoir garder et qui seront partie de vos assets. Parmi les choses qui font partie de vos assets et les questions qui se posent souvent sur le cloud, le vendor lock-in, quelle est notre théorie dessus? C'est que comment j'évite le vendor locking, c'est plus la question. Aujourd'hui, le vendor locking, ça a toujours été une question. Je suis d'accord avec vous, en tout cas avec toutes les questions que j'ai eues sur la question. Mais le lock-in, ce n'est pas que du vendor lock-in. Le vendor lock-in, c'est une des clés de lock-in qui existent. On peut avoir des lock-ins sur des patterns d'architecture, on peut avoir des lock-ins sur des produits, sur des compétences, sur des méthodologies, on peut avoir des lock-ins partout. Et vouloir absolument s'abstraire d'un cloud provider, par exemple, ça va faire que vous allez augmenter votre complexité de manière colossale. Donc, la question, c'est plus de savoir comment j'évite le lock-in, puisque le lock-in il est relativement inévitable. C'est plutôt quel est le niveau de lock-in qui est acceptable pour une organisation. Et donc ça, par exemple, typiquement cette matrice-là, elle peut vous aider à savoir qu'est-ce qui est pertinent pour moi comme lock-in dans mon organisation, quelle valeur j'y accède et quelle valeur je mets sur un service et dans quelle mesure je suis capable d'accepter ce lock-in-là. La sécurité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un vrai enjeu. Il y a plein de choses qui changent avec le cloud. Ce qui change, c'est la dimension internationale, c'est le fait qu'on ait des acteurs principaux, des cloud providers qui sont américains, le Cloud Act, etc. Ce qui change, c'est la localisation de la donnée. Ce qui change, c'est beaucoup de choses. Il y a aussi notamment le fait que vous allez déléguer une partie de la sécurité au cloud provider. Il y a un modèle de responsabilité partagée. Évidemment, vous n'allez plus gérer l'accès aux salles machines, vous n'allez plus gérer peut-être en serverless, vous ne gérez plus rien sauf l'application elle-même. En tout cas, vous avez la main uniquement là-dessus et c'est votre responsabilité de le faire. En parlant d'application, le modèle qui se dégage le plus en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est le security in depth, c'est sécuriser votre application elle-même avec ses propres contraintes et ses propres faiblesses inhérentes. Vous ne sécuriserez pas de la même manière un workload asynchrone qui tourne derrière un queuer qu'une application web, c'est évident. Mais ce qui est important, c'est le modèle Zero Trust, c'est le modèle dans lequel on considère plus que la sécurité périmétrique est suffisante, on considère que la sécurité périmétrique a fait long feu et qu'aujourd'hui, c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut faire de la sécurité, et donc mettre en place de la sécurité et de la sécurité en continu. D'où les paradigmes type DevSecOps qui sont en train de fleurir un peu partout, en tout cas chez nos clients. Petit point, petit récap avant peut-être de conclure. Le cloud, accepter le cloud, c'est pas acheter du cloud, c'est pas acheter un service de cloud, c'est pas se payer un nouveau data center qui marche en automatique, c'est embrasser la philosophie du cloud. On ne peut pas profiter et tirer parti du cloud sans repenser l'ensemble des modèles de l'organisation, que ce soit les modèles business. Marianne parlait tout à l'heure de structure des coûts, par exemple. La structure des coûts qui est on-demand, elle va être virale. Vous allez refacturer en interne de manière on-demand, d'une manière ou d'une autre. Si vous faites du forfaitaire, vous allez heurter les problèmes. Mais on est bien conscient que c'est un changement radical par rapport à l'existant. Donc, il y a une structure du business à changer. La définition même de la valeur est à changer. Il y a une valeur intrinsèque à avoir, par exemple, une application qui délivre des features de manière transparente pour ses utilisateurs. Il y a une valeur intrinsèque à avoir une application qui ne tombe jamais en panne,
qui sont des sujets qui ne sont pas de la valeur forcément convertissable en euros. Au niveau de l'architecture, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a une vraie démarche à mettre en place et une vraie démarche qui est accompagnée de mesures, on l'a dit encore. C'est important de voir que cette architecture-là, elle se fait en continu. Hein, tout change de manière... quelque chose qu'on aime bien dire, c'est que le changement, c'est la seule constante dans le cloud, puisque c'est là où il va y avoir le plus... c'est là où il va se passer le plus de choses. C'est dans ce changement des différents services et dans la façon dont vous allez utiliser ces services. Évidemment, l'organisation doit changer pour s'adapter à ces nouveaux modèles. Connaissez peut-être la loi de Conway qui dit qu'une entreprise n'est capable que de fabriquer des systèmes qui ressemblent à sa propre organisation interne. Si vous voulez embrasser le cloud, il faut faire le reverse de la loi de Conway, c'est-à-dire mettre en place une organisation qui supporte ce type de modèle. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort. Évidemment, ça, c'est un sujet à part entière qu'on a très peu traité ici. On n'a pas parlé de compétences, on n'a pas parlé d'évolution, on n'a pas parlé de redéfinition des rôles et comment est-ce que tout ça se passe dans l'entreprise. Mais c'est évidemment quelque chose sur lequel on sera amené à revenir, peut-être, hein, Myriam. Oui, complètement. Donc voilà, donc on est ravis d'avoir partagé avec vous ces notions sur l'architecture, sur la topologie, etc. Et la question d'organisation, on va revenir très vite avec ça. Donc en faisant de l'architecture, des questions business, de valeur, etc., vous n'avez pas fini, effectivement, la question de l'organisation, de comment recruter maintenant des profils qui vont savoir voilà, quel impact vous avez sur votre recrutement, quel impact sur la montée en compétence des gens, quel impact sur les formations. Quel impact effectivement sur les rôles et la définition des rôles, que vont devenir nos métiers maintenant avec tout ça. Et ben, on vous propose de remettre le couvert dans probablement un mois, ou peut-être voilà, pour Noël, ou juste après le jour de l'an, je ne sais pas. Donc on reviendra avec des nouveaux cadeaux. Voilà, on voulait aussi vous partager une petite trouvaille qu'on a vue en préparant ce comptoir avec Arthur. Donc, c'est un bouquin qui est sorti, il me semble, fin octobre. Nous, on l'a eu il y a quelques jours seulement. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on pressent, on n'a pas fini de le lire, hein, pour être honnête, mais on pressent qu'il y a des choses qui vont devenir effectivement voilà, une référence dans ce domaine-là. Voilà, c'est écrit par quelqu'un qui est extrêmement actif sur le... Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la stratégie de passage dans le cloud, qu'on connaissait avant. Et du coup, voilà, c'est des notions... On s'est inspiré notamment de quelques wordings sur ce bouquin-là, donc juste parce qu'on pense que c'est des wordings qui vont devenir une référence après. Donc voilà, on n'a pas fini de le lire encore une fois, mais on pense que c'était intéressant. Enfin, c'est intéressant de le partager avec vous, peut-être sous le sapin de Noël cette année. Oui, on diffusera les slides. C'est marrant, cette question revient souvent. On diffusera les slides et la vidéo aussi, hein, il me semble, Anne-Sophie. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on aura et la vidéo et les slides qui seront partagés. Et la scène est à vous, mes amis. Donc, j'ai noté une question de Erwan tout à l'heure qui était sur Kubernetes. Est-ce qu'on juge que Kubernetes est un bon compromis? Alors, évidemment, n'hésitez pas à rallumer vos micros et ou vos caméras. Alors, le nom du livre, pardon, c'est Cloud Strategy. C'est un livre de Gregor Hope. On vous donnera de toute façon les références dans le slide. Donc ça, c'est bon. Alors, Kubernetes, c'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. C'est une stratégie de déploiement d'applications. Maintenant, c'est une stratégie qui est... enfin, c'est une stratégie. C'est un moyen, on va dire, de ne pas être bloqué sur un cloud provider. Mais ce n'est pas tout à fait juste non plus de dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une partie d'infrastructure qui, elle, va être dépendante du cloud provider, qui va être abstraite par Kubernetes et que Kubernetes va gérer pour nous. Je parle par exemple de la partie réseau, load balancing, une partie service mesh et discovery. Et ben voilà, c'est évidemment. Il y a une partie, donc service mesh discovery des applications, une partie gestion de DNS, une partie gestion de stockage aussi à travers le montage de volume, une partie exposition sur Internet via des ingress controllers par exemple. Donc toute cette partie-là, c'est une partie qui est abstraite par Kubernetes, mais qui
mais qui reste comme une propriétaire entre guillemets sous le capot. Vouloir faire du Kubernetes pour s'abstraire complètement du cloud provider, c'est plutôt une bonne chose. Vous allez avoir quand même un sujet, c'est que la partie persistance, elle sera en général pas dans Kubernetes. La partie persistance, elle sera dans une base de données, elle sera dans un service de persistance type stockage objet, elle sera dans des choses qui sont peut-être beaucoup plus propriétaires. Donc en fait, vous répondez qu'il y a une partie de la question quand vous parlez de Kubernetes. Certes, il y a une grosse partie, mais pas que. Est-ce que ça répond à votre question, N'hésitez pas hein, à rallumer vos micros si vous voulez compléter ou rajouter des choses. Hein. Erwan, par exemple. Bon, Super. a priori oui. En fait, c'est vraiment important de se dire que vouloir se protéger du lock-in sur un cloud provider en utilisant Kubernetes, c'est bien, mais ça amène un overhead qui est aussi colossal. Et en plus, vous vous loquez sur une technologie. Alors, certes, se loquer sur Docker aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est le plus dangereux, Docker et Kubernetes, mais vous allez quand même fabriquer un niveau d'assets qui va être tous vos assets de déploiement, et ce n'est pas rien, qui sera, elle, lui, loquée sur une technologie qui est une technologie de type Kubernetes. Donc, voilà, c'est une stratégie possible. Si c'est celle que vous voulez adopter, ce n'est pas du tout un sujet. Alors, il y a plein d'autres sujets, type Anthos, par exemple. Anthos, c'est du management de plusieurs Kubernetes sur n'importe quel cloud provider. Oui, OK. C'est une stratégie, mais Anthos, vous êtes loqué sur Anthos. Donc, bon, éviter le lock-in pour éviter le lock-in, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier la complexité qui va derrière si jamais vous voulez faire ça. Effectivement, ça peut être une stratégie dans certains cas où, si on manipule par exemple des données de santé et qu'on se dit que la réglementation peut changer dans un futur plus ou moins proche, ça s'est déjà produit, hein, et que pour profiter complètement des apports d'un cloud provider public, voilà, on a envie d'aller dessus, mais tout en gardant une très grande, voilà, être loqué à Kubernetes, ça nous convient. Par contre, être loqué à un provider de cloud américain, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, ça peut être effectivement une stratégie dans certains cas, qui est complètement valable. Mais en fait, le message pour nous aujourd'hui, c'était surtout étudier l'espace des possibles et quitte à avoir des compromis, parce qu'il y en aura, autant qu'ils soient réfléchis, choisis, mesurés et partagés avec toute l'entreprise. Et on ne gagnera pas sur tous les tableaux, ça c'est sûr. En fait, Sylvain a partagé un bel article sur effectivement si on a besoin de Kubernetes ou pas. C'est un vrai sujet. Kubernetes, ça apporte aussi une couche de complexité qui n'est pas à négliger. Hein. Donc, est-ce que le mettre en place, c'est pas contre-productif? C'est à votre entreprise de le décider, mais c'est un choix qui n'est pas neutre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur tout ce qu'on a pu dire? Pour l'instant, j'en ai pas vu. Ah si. Avez-vous des ordres de grandeur en coût de prestation d'accompagnement et délai pour un projet moyen challenge de passage d'une appli on-premise vers le cloud? Question de Anthony. Alors, des ordres de grandeur et des coûts de prestation d'accompagnement, je ne pense pas qu'on ait d'ordre de grandeur tel quel. En fait, ça va dépendre. Un projet moyen, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Ça dépend de plein de choses. Alors, c'est difficile de répondre comme ça. En revanche, Pardon? Et ça dépend du chemin qu'on prend pour le migrer aussi, pour migrer à l'application. Absolument, puis ça dépend de la stratégie, de la topologie qu'on veut mettre en place. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un des sujets qu'on n'a pas tellement abordé ici parce que ce n'était pas la question. Ce qui est sûr, c'est que en fonction de l'application, on va se poser la question de la manière suivante. On va se dire, mon application n'est pas aujourd'hui compatible avec le cloud. Parce que plein de raisons. Elle n'est pas stateless, elle n'est pas fault tolérante, elle n'est pas tout ce qu'on veut. On pourrait voir plein de propriétés d'une application cloud native. Ça, on travaille notamment à rendre une ref card publique sur la question. La question qui se pose, c'est
qu'est-ce que j'ai à refaire dans mon application pour qu'elle soit cloud native. Et quel risque je prends à ne faire que ces bouts-là. Quel risque je prends enfin, en gros, voilà, la question c'est si vous avez plus de 20% de votre application à refaire, en gros, ça veut dire que vous allez récupérer 80% du code, mais vous allez aussi récupérer 80% de la dette qui va avec. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fonction de la façon dont est architecturée l'application, donc si on utilise des patterns de type Planarchy ou archi hexagonal, on s'appuie sur du domain-driven design pour définir nos différentes parties de notre application, etc. On a beaucoup moins de mal à le faire, puisqu'en fait, on va refaire que la partie glue technique, entre guillemets, dans notre application, et qui, elle, va pouvoir, du coup, être je dirais, beaucoup plus facilement scalable, etc. Et on va conserver notre valeur métier. Si votre métier, en revanche, est très intriqué à votre infrastructure, là, vous allez avoir un problème. Donc, je n'ai pas d'ABAC tel quel. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 20% de code à réécrire, en fait, on prend plus de risques qu'autre chose. Et ce qu'on préconise souvent, ça dépend évidemment des cas, on avait des cas où c'était pas un sujet de nouvelle application parce qu'elle était architecturée de manière à ce que ce soit pas un problème. Ce qu'on observe souvent, c'est qu'au-delà de 20% de réécriture de l'application, en fait, on prend plus de risques qu'autre chose. Et dans ces cas-là, il vaut mieux designer pour le cloud et donc refaire sur notre application et éventuellement faire du pick and choose de ce qu'on veut prendre dans Allô? Oui, c'est bon, c'est revenu. J'ai l'impression que ça a coupé. Oui, bon. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, Oui, oui. côté client, on est là. Ok. Pardon, j'ai l'impression qu'il y a eu un souci. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou si c'est Zoom. Non, il y a eu la même chose, ça a coupé de notre côté. Ok. Ouais, ça a coupé pour ça. Ok, bah, pardon pour ça. Ce que je disais, c'est que au-delà d'un certain montant de refacto, en fait, on prend plus des risques qu'autre chose parce qu'on ramène toute la dette qui va avec. Et donc, il vaut mieux redesigner l'application sur les bases saines pour le cloud et aller faire du pick and choose du code qui soit réutilisable avec des conditions qui sont des conditions de testabilité, de qualité de code, d'évolutivité. Voilà. Donc, pas d'ABAC, pas de recette, mais une méthode qui est plutôt celle-là. Et pour les prestations d'accompagnement, les délais, etc., ça dépend beaucoup, je pense, des compétences que vous avez en interne aussi. Voilà, de l'expérience que vous avez sur le sujet, parce que c'est ça qui va beaucoup... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, les catalogues, comme on disait, ça change énormément, les architectures bougent beaucoup, donc il faut embrasser aussi, en embrassant le cloud, il faut embrasser cette complexité-là aussi, ce changement constant. Et donc, il y a aussi, ce qu'on disait, il y a une formation permanente des gens. Enfin, il y a le cloud, les ressources en demand, mais la formation doit être en demand aussi, et plein de choses doivent être en demand aussi. Teasing pour le prochain comptoir. Très bonne question de François. Les cloud providers offrent des possibilités qui sont gigantesques et qui vont au-delà de la majorité des besoins des utilisateurs et des organisations. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir de faire de l'over-design, de l'over-engineering, et comment est-ce qu'on fait pour ça? Pardon, c'est tout à fait une bonne question. C'est une des pistes de réflexion qu'on a aujourd'hui sur le cloud, où on se dit qu'effectivement, les standards de cloud, les standards d'architecture, les standards d'application que poussent les cloud providers sont complètement déraisonnables face à la majorité des besoins de nos clients. Et c'est un vrai sujet d'arriver à fabriquer une application qui soit frugale et qui respecte les besoins. En fait, c'est une démarche aussi d'architecture qui est de dire la résilience, la performance, la scalabilité, toutes ces questions-là ne sont pas des absolus. Est-ce que votre application est performante? Ça n'a aucun sens de poser cette question-là dans l'absolu, dans le sens où ça va dépendre complètement de votre use case. En revanche, ce que fournissent les cloud providers, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils, ce sont des machines virtuelles, des fonctions as a service, ce sont des bases de données hébergées, ce sont
ce sont surtout des briques de facilitation qui vont vous permettre d'architecturer à la manière que vous voulez votre application. Et donc, se reposer la question de quel est mon besoin et qu'est-ce que moi je cherche à optimiser sur mon application, c'est un vrai sujet. Parmi la définition des applications cloud, pardon, que donne Gregor Hope dans son ouvrage, il dit qu'une application cloud, elle est frugale. Et j'aime bien cette notion-là parce qu'elle tire tout un tas de choses. Et c'est vrai que qu'on veuille faire de la performance, de très haute performance, très haute disponibilité, ou qu'on veuille faire simplement avoir une disponibilité une performance qui soit adaptée à mon use case. Donc, c'est une très bonne question. Les cloud providers poussent à avoir des architectures qui sont extrêmement résilientes, extrêmement performantes, avec des millions d'utilisateurs all over the planète. En vrai, tout le monde n'a pas ce besoin-là. Et il faut simplement, c'est pour ça qu'on parle de démarrage d'architecture. C'est parce que si on s'appuie uniquement sur les bonnes pratiques poussées par les cloud providers, en fait, on va faire quelque chose de complètement surdimensionné. Est-ce que ça répond à votre question, François? Oui, tout à fait. Excellente réponse. Et enfin, moi c'est un cas que je vois quotidiennement, hein. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour des personnes qui font par exemple du B2B, qui ont des clients qui se comptent en milliers, à quoi ça sert d'avoir une solution qui permet d'adresser 1 milliard de clients? Je pense que la difficulté qu'ils rencontrent, c'est que en fait, tous les grands fournisseurs de cloud sont d'abord de très bonne volonté, envoient des architectes qui sont super compétents, mais qui voient beaucoup trop grand. Là où une simple VM pourrait faire le job, on se retrouve avec une architecture extraordinairement complexe, avec Kubernetes, avec tout un tas de choses, alors que même en multipliant par 100 le chiffre d'affaires de l'entreprise, on n'arriverait pas à saturer la plus petite machine virtuelle possible. Là, effectivement, la réponse de Sylvain sur le chat est tout à fait pertinente. C'est ce que j'allais vous répondre, c'est que l'avantage du cloud quand même, c'est que vous pouvez, en tirant bénéfice de l'élasticité, on va dire, du cloud, vous pouvez l'utiliser aussi pour réduire. En fait, la scalabilité n'est pas c'est pas que du scale out, c'est aussi du scale in, dans le sens où vous pouvez n'avoir qu'une seule VM qui tourne, par exemple, vous parlez de VM, mais qui soit, par exemple, dans un auto-scaling group ou un équivalent, qui fasse que cette VM, si jamais il y a le moindre problème, qu'elle tourne, qu'elle est en panne ou quoi que ce soit, en fait, elle va se redémarrer et vous allez, à relativement peu de frais, avoir un service qui est relativement résilient. Alors, il ne sera pas 100% de dispo, oui, ok, mais vous allez avoir un service qui est relativement résilient tout en étant extrêmement raisonnable d'un point de vue coût. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'élasticité dans le sens inverse. Et c'est plutôt un bon pattern, justement, pour répondre à ces enjeux-là. Merci beaucoup, super. En tout cas, ça répond bien à la réponse, à la question. Merci. Merci. Alors, j'en profite, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous aide énormément à nous améliorer et à vous donner encore des événements de plus grande qualité à chaque fois. Donc, aidez-nous à nous améliorer, s'il vous plaît. Et on a peut-être 2-3 minutes encore pour une dernière question, si vous avez, pour la route. Ou plus, hein, n'hésitez pas. Sur la présentation, vous verrez nos emails. Au pire, vous nous envoyez des emails s'il n'y a pas le temps de les poser maintenant. Et puis, de toute façon, effectivement, on a encore 2-3 minutes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la... Et si vous avez, si vous avez des sujets que vous avez envie pour nous, une lettre au Père Noël, que vous avez envie qu'on creuse pour vous, surtout, donnez-les nous, on s'enrichira mutuellement. Et puis, effectivement, sur un prochain comptoir, on n'est pas du tout fermé. Là, on a brossé des sujets de manière extrêmement rapide. Si vous voulez creuser des aspects particuliers, n'hésitez pas à nous le dire. Ah, Alibaba. Personnellement, j'ai jamais eu encore l'occasion de jouer avec. Toi, Arthur, ton côté, je sais pas si. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec. Ce qui est sûr, c'est que c'est la question des clouds, la question des réglementations et des clouds souverains d'autres pays, en particulier la Chine, c'est toujours un vrai sujet.
On a quelques cas de projets dans lesquels on nous demande de regarder des solutions qui sont worldwide avec justement ces réglementations qui changent en fonction des pays et ces cloud providers, j'avais presque obligatoires. Ce n'est pas encore des sujets qu'on a encore vraiment creusés, mais qui nous intéressent énormément. Et d'ailleurs, pour compléter, tout à l'heure, on disait que ça impacte toute l'organisation. Euh, donc, toute l'organisation, le business, tout ça. Et effectivement, il faut embarquer votre réglementaire aussi. Parce que, en fait, je donne un exemple, juste sur les données. On travaille avec un certain nombre de clients qui ont des données qui viennent d'un certain nombre de pays. Et en fait, dans la réglementation, on n'a pas le droit de stocker un certain nombre de données qui viennent d'un certain nombre de pays sur un cloud américain aujourd'hui. Et les conséquences économiques peuvent être dramatiques. Donc, c'est des choses qui changent. Il y a des impacts économiques importants. Il y a aussi la CNIL qui, parfois, voilà, avec peut-être 1 an ou 2 ans de retard, on va dire, mais elle va rattraper un certain nombre d'usages ou de données. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut quand même garder en tête et un choix pertinent à court terme n'est pas forcément pertinent à moyen long terme. Voilà. Et donc, on a déjà une première lettre par Noël, un retour d'expérience qui crée sur l'immigration, recoding d'une Nathalie. Promis, on vous fera un petit topo là-dessus. Ou un petit Rex, hein. Effectivement, on a des Rex à faire. Salah pose la question de quelles sont les expertises qu'on a sur les différents cloud providers. Aujourd'hui, clairement, on est sur les 3 grands cloud providers, GCP, Azure, AWS, on a une expertise qui est très forte. Sur le sujet les autres cloud providers, notamment les cloud providers français, on a commencé à avoir une expertise qui est largement au niveau pour pouvoir traiter n'importe quel type de projet. Je pense à Outscale en particulier, OVH. Après les autres, je dirais que ce sont les suiveurs. La question qui va se poser, c'est plus après plein d'autres cloud providers qui utilisent des bases des bases de cloud à base de évidemment j'ai oublié le mot, à base d'OpenStack par exemple. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet, c'est des sujets qu'on maîtrise aussi. Donc voilà, on n'est pas spécialisé sur une technologie particulière, c'est important. Alors, IBM, on a commencé à regarder, oui, on a pas mal de choses, hein, notamment sur IBM. Et juste pour revenir sur le cloud de confiance, en fait, un de nos plus gros clients aujourd'hui, c'est l'État. Donc, c'est le service public notamment. Et donc, on a effectivement du cloud de confiance. Alors, pas partout, malheureusement, encore. Il y a encore beaucoup de clouds privés. Mais on a quand même des expériences sur des clouds de confiance, qu'on appelle les clouds de confiance. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Tanzu, moi, j'ai pas d'expérience spécifique dessus. C'est clairement des sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, sur les sujets cloud, aujourd'hui, je connais pas ça. Donc, on pourra regarder si vous voulez. Arthur et moi, on est peut-être, personnellement, j'ai pas joué avec effectivement le cloud Oracle ou l'offre Oracle. En revanche, on a certainement des gens, tous ces grands, on est 700 maintenant. Donc, on a certainement des gens qui ont, pour un client, ont touché de près ou de loin. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que les offres évoluent beaucoup. Donc, c'est pas parce qu'on connaît un instant T qu'on est expert et il faut garder cette humilité-là. Et deuxièmement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a maintenant acquis une compétence dans, une espèce de grille d'analyse. Même si quand on choisit un cloud, on ne va pas choisir sur une base de fonctionnalité, encore une fois, parce que ça évolue très vite. Donc, on est plus une vision plus qu'une liste de fonctionnalités. Ça, c'est important aussi, de se le dire. Mais on a quand même une grille d'analyse des choses, donc une marge d'architecture qui nous permet de dire, bon, sur du PaaS, par exemple, voilà, celui-là, il est plus ou moins évolué. Voilà. Oui, ce qui est important, c'est effectivement, pour compléter ce que dit Myriam, ce qui est important pour nous, ce n'est pas la technologie qui est sous-jacente, qui, elle, a toujours ses limites et ses avantages et ses bonnes façons de faire ou pas. Ce qui est important, c'est plus les fondamentaux du cloud qu'aujourd'hui, chez Octo, avec lesquels on est très à l'aise chez Octo. Dans quelle mesure le cloud doit
doit avoir justement cet accès Internet, comment est-ce qu'on gère la sécurité, comment est-ce qu'on gère le provisioning, etc. etc. C'est plus l'expertise sur les méta et sur la vision que sur des technologies. Maintenant, sur les technologies, on est quelquefois très pointu aussi. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il existe une notion de techno-cloud open source au-delà de la seule mise à dispo d'espace disque via Internet, disons? Peux-tu préciser ta question, peut-être, Anthony? Je ne sais pas très clair. Peut-être pour toi, Arthur, c'est clair. Pour moi, non. Non. Attendez, vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui, excusez-moi, je vais préciser. Alors, ma question, c'est, on parle donc de providers, donc OVH, Amazon, etc. Et derrière, il y a je pense, j'ai compris qu'il y avait des batteries de logiciels qui permettaient de travailler sur, si je simplifie énormément, disons, il y a des gens qui mettent à disposition des serveurs et qui garantissent une disponibilité pour qu'on puisse accéder à ce qu'on va mettre sur ces serveurs. Et ça, ils le font payer. Donc, c'est, je dirais, un petit peu le côté hardware. Est-ce qu'il y a, pour pouvoir gérer, par exemple, du multi-cloud, je pensais notamment à ça, des solutions de logiciels et éventuellement open source qui, en fait, sont seraient, enfin, ça, je ne sais pas, des espèces de surcouches qui permettraient d'aller dans ces architectures-là, d'une solution multi-cloud, par exemple. Alors, vous Je sais pas, parlez... j'ai un bout d'appli qui va être, j'ai une application qui va être chez OVH, un serveur, enfin même des choses simples, hein, un serveur web, une base de données. J'en ai un autre qui va être chez Azure. Et est-ce que pour la gestion transverse de ça, il existe une espèce d'applicatif open source qui permettrait d'avoir je sais pas, une console d'administration, c'est peut-être plus parlant comme mot, pour m'aider à gérer ça. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent ou pas du tout, hein? Vraiment, je suis novice. Alors oui, c'est des choses qui commencent à arriver. Aujourd'hui, c'est principalement autour de solutions type Kubernetes, donc pour de la gestion complexe. Maintenant, si vous parlez de stockage lui-même, j'ai l'impression que c'était un des sujets. Aujourd'hui, un des consensus, il se trouve autour de l'API S3 d'Amazon sur le stockage objet. Et cette API S3 d'Amazon, elle est pas publique, ce n'est pas le propos, en fait, elle est répliquée et on en trouve en open source des tas d'implémentations. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question, cela dit. Il y a des choses autour, par exemple, de Pulumi, des choses comme ça. En fait, ça, c'est pour du provisioning d'infrastructures en code, mais ce n'est pas forcément le... C'est pas la question, je pense pas. Bon, tu nous dis... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais creuser le sujet API S3 d'Amazon. Ça marche. N'hésite pas à revenir vers nous si tu as plus de questions, si tu veux échanger plus longuement sur le sujet. Et c'est valable pour tout le monde. Alors, je crois qu'on a dépassé un petit peu le temps. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, on est ravis d'avoir échangé avec vous. Et gardez nos emails. De toute façon, vous connaissez Octo. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et revenez nous voir pour le prochain comptoir. On vous attend. Et envoyez-nous vos lettres au Père Noël. Voilà, et remplissez bien sûr le questionnaire. Merci beaucoup. Merci à tous.